Dans ce cours, on s'attache à décrire les propriétés et les performances dans le domaine temporel et fréquentiel de systèmes décrits par leurs fonctions de transfert. Le cas des systèmes décrits par des fonctions de transfert du premier et du deuxième ordre est développé. Ils permettent en effet de décrire les systèmes linéaires invariants continus décrits par des fonctions de transfert d'ordre supérieur à 2. On termine ce cours en présentant un résultat sur la stabilité des systèmes linéaires invariants continus. Il apparaît que de nombreux systèmes, quoique différents, présentent des comportements dynamiques analogues, qu'il s'agisse de la charge et des charges d'un condensateur dans un circuit RC soumis à un signal carré, ou la variation d'acier d'un coaérotor consécutive à une action sur la commande de l'axe de tangage. Les régimes transitoires ont les mêmes allures. De même, un système mécanique élémentaire, constitué d'une masse, d'un ressort et d'un amortisseur, a un comportement en régime transitoire analogue à celui d'un avion autour de l'axe de tangage, dont on observerait les variations d'incidence et de vitesse de tangage. On le sait, ces systèmes peuvent, en première approximation, être décrits par des équations différentielles du premier et du deuxième ordre. On s'attache dans cette partie à l'étude et à l'analyse des systèmes du premier ordre. On considère un modèle de connaissance d'un système décrit par une équation différentielle du premier ordre. Pourquoi d'ailleurs la modélisation conduit-elle à un tel modèle? En fait, c'est parce que ce système possède un unique réservoir d'énergie. Bien entendu, il peut aussi posséder un composant qui la dissipe. C'est donc le cas du circuit RC, où la tension aux bornes du condensateur est un facteur d'énergie potentielle, et le condensateur est le réservoir d'énergie, tandis que la résistance la dissipe. C'est aussi le cas de la voiture, étudiée au chapitre précédent, dont la vitesse est un facteur d'énergie cinétique, la masse est le réservoir d'énergie, et les frottements sont l'élément dissipatif. La forme présentée fait apparaître K et taux est standardisée. Vous le savez, K est le gain statique, et d'ailleurs, en réponse à un échelon unitaire, si le système est stable, l'équation différentielle montre que la sortie sera elle-même constante, et pour un échelon unitaire égale à K. Taux est appelée la constante de temps, et elle rend compte du temps qu'il faut pour remplir ou vider le réservoir d'énergie. On va donc exprimer la transformée de Laplace de cette équation en se souvenant que dériver, c'est multiplier par P. Pour des conditions initiales qui seraient nulles, on peut exprimer la fonction de transfert S de P sur U de P. Cette fonction de transfert, qui s'écrit K sur 1 plus taux P, un résultat qu'il faut impérativement connaître, n'a pas de zéro, possède un pôle réel égal à moins 1 sur taux, et son gain statique, h de 0, est bien égal à K. Dès lors qu'on a modélisé le système, on peut analyser son comportement. Pour cela, on va le soumettre aux différentes entrées types vues lors du chapitre précédent. On va donc soumettre ce système à une impulsion de poids E0 dans le cas général où les conditions initiales sont non nulles et où la sortie, à l'instant initial, vaut S de 0. On met en forme l'expression de la sortie S de P pour faire apparaître des transformées de Laplace élémentaires. Ici, la forme 1 sur P plus A, dont on connaît une transformée de Laplace inverse, qui est égale à exponentielle moins AT, en l'occurrence ici exponentielle moins T sur taux.
On observe que les réponses dues à la commande E0, appelée régime forcé, et à la condition initiale S0, appelée régime libre, ont des évolutions analogues et tendent toutes deux vers 0 lorsque le temps t tend vers l'infini. On observe sur cette slide les réponses à la commande impulsionnelle seule, aux conditions initiales seules. Elles présentent bien une même allure et on qualifie ce type de réponse de caractéristique d'un mode du premier ordre. On peut de la même manière soumettre le système à un échelon d'amplitude E1, toujours ici en présence d'une condition initiale S0. On met en forme la fonction de transfert pour faire apparaître un terme en 1 sur P plus 1, ici 1 sur P plus 1 sur tau, dont on connaît l'original temporel avec les tables transformées. On opère ensuite à une décomposition en éléments simples, et l'on retrouve, après décomposition, un échelon d'amplitude K fois E1, au travers du terme K fois E1 sur P. On retrouve également un terme analogue à la réponse impulsionnelle qui a également pour amplitude K1, et le régime libre qu'on va laisser ici de côté parce qu'il a été étudié précédemment. On obtient l'expression de la réponse indicielle, dont on montre qu'elle atteint le tunnel des 5% en un temps égal à 3 fois la constante de temps t. C'est ce qui illustre ce chronogramme, la réponse indicielle du système du premier ordre. Vous savez également qu'on peut relever taux à l'intersection de la tangente à l'origine et de la valeur de la réponse en régime permanent. On observe également qu'en régime permanent, la réponse vaut K fois l'amplitude de la variation de l'entrée E1. Alors, ce qu'il faut savoir faire, c'est, à partir d'un modèle, tracer l'allure de la réponse indicielle et réciproquement, à partir de la réponse indicielle, retrouver les paramètres K et taux du modèle. Les diapositives 11 et 12 montrent d'une part l'expression de la réponse d'un système du premier ordre à une rampe de pente E2. Notez que la pente de la réponse donne K et que le retard par rapport au signal KE2 donne la constante de temps tau. Donc là encore, à partir de l'essai, on peut retrouver les paramètres K et tau du modèle. On termine cette étude en étudiant la réponse d'un système du premier ordre à une entrée harmonique. De fait, on considère la fonction des transferts harmoniques, dont on calcule d'une part le module H, qui est le rapport de l'amplitude de la sortie sur celle de l'entrée en régime permanent, et l'argument de H, qui représente le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée, toujours en régime permanent. Le tableau montre les valeurs du module, du gain en décibels et de l'argument, selon que oméga est petit devant 1 sur tau, oméga grand devant 1 sur tau, et oméga égale à 1 sur tau. On observe que la fonction de transfert, h de j oméga, tend vers un nombre réel, k, lorsque oméga tau est petit devant 1. Ce qui signifie simplement que le système amplifie l'entrée d'un facteur k. Ainsi, lorsque k est positif, la sortie et l'entrée sont en phase, tandis qu'elles sont en opposition de phase lorsque k est négatif. Lorsque oméga tau est grand devant 1, le nombre complexe h de j oméga tend vers un nombre imaginaire pur, négatif. Ce qui traduit le fait que la sortie du système, si k est positif, est en retard de π sur 2 par rapport à l'entrée. Lorsque k est négatif, il faut ajouter un retard de phase supplémentaire de π, et donc on a un déphasage total de moins 3π sur 2. Notez également que lorsque oméga tau est grand devant 1,
bien que le rapport K sur oméga tend vers 0, tandis que oméga tend vers l'infini, alors que le gain, lui, tend vers 20 log de K moins 20 log de oméga. Cas remarquable, c'est lorsque oméga est égal à 1 sur tau. Dans ce cas, le module est tel que K est atténué à la racine de 2, le gain est atténué de 3 décibels, et le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée vaut moins pi sur 4. Dans le cas où le gain est positif, il vaut moins 5 pi sur 4 lorsque le gain est négatif. On a représenté sur cette planche en traits pointillés les diagrammes de Bode du gain et de l'argument, diagramme de Bode asymptotique, et on retrouve bien que le gain en décibels tend vers 20 log de K lorsque oméga est petit devant 1 sur tau. La phase vaut quant à elle 0 parce qu'ici on a représenté le cas où le gain était positif. Lorsque oméga tend vers l'infini, on observe que le gain décroît linéairement, c'est le terme en moins 20 log de oméga, parce qu'on est sur une échelle logarithmique. Enfin, à la pulsation oméga égale 1 sur tau, on observe bien que le gain par rapport au gain statique, lorsque oméga tend vers 0, est atténué de 3 décibels, et que le déphasage ici vaut moins pi sur 4. Notez que pour cette pulsation remarquable qu'on appelle pulsation de coupure, eh bien, elle correspond au cas où la fonction de transfert est telle que sa partie réelle est égale à sa partie imaginaire. Pour ce système, on définit la bande passante comme la plage de fréquence comprise dans l'intervalle 0,1 sur tau, et en automatique, c'est dans cette plage de fréquence qu'on utilise le système. Autrement dit, les signaux qu'on applique doivent avoir leur spectre dans cette plage de fréquence. Les composantes du spectre de pulsation plus élevées sont éteintes par le système et n'ont aucun effet sur sa sortie. À ce propos, c'est un aparté, en traitement du signal, on vous a probablement dit que pour veiller au respect du théorème de Shannon, il fallait que la fréquence d'échantillonnage soit au moins 2 fois supérieure à celle du signal à échantillonner. Quand on veut piloter un système par un calculateur, un système numérique, la fréquence la plus élevée que le système traite a donc pour valeur celle de la bande passante, telle qu'elle est définie sur cette planche. Et la fréquence à laquelle on doit échantillonner les signaux, devrait être supérieure à 1 sur pi fois tau pour respecter la condition de Shannon. Cette planche montre, pour deux systèmes du premier ordre, leur réponse impulsionnelle, la carte des pôles et leur diagramme de Bode du gain. Il apparaît que pour les réponses impulsionnelles, celles-ci convergent vers 0, mais à condition bien sûr que P1 et P2 soient des réels négatifs. Notez que si P1 est plus petit que P2, alors la réponse, notée H1 de t, converge plus vite vers 0 que la réponse H2 de t. On voit sur la carte des pôles que le pôle P2 est le pôle le plus proche de l'axe imaginaire et qu'il a le transitoire le plus lent. On comprend aussi que plus un pôle se situe à gauche de l'axe imaginaire, plus son transitoire sera court. Enfin, les diagrammes de Bode montrent que, comme la bande passante a pour expression 1 sur tau, 1 sur tau 1 pour le système numéro 1, 1 sur tau 2 pour le système numéro 2, et bien que le système numéro 2, ayant une bande passante plus étroite, est plus lent parce qu'il laisse passer moins d'harmoniques que le système numéro 1, dont la bande passante est plus large, qui va laisser passer davantage d'harmoniques de rang élevé, et donc sa sortie va évoluer plus vite que ne le fait celle du système numéro 2.